Docteur Pierre-Michel Bourgeot va nous entretenir sur son sujet titré Mesurer la biodiversité en Haïti, des métriques écologiques à la résilience paysagère. D'abord, qui est Docteur Pierre-Michel Bourgeot? Docteur Pierre-Michel Bourgeot est un expert en écologie de la biodiversité et consultant au programme des Nations Unies pour l'environnement. Spécialiste de l'écologie des insectes terrestres et aquatiques utilisés comme bioindicateurs, il étudie la diversité spécifique, fonctionnelle et phylogénétique des communautés biologiques dans les paysages caribéens avec un intérêt particulier pour la résilience écologique. Titulaire d'un doctorat en physiologie et biologie des organismes, interaction populaire, il s'investit également dans la formation de jeunes chercheurs, la coordination d'enquêtes de terrain et la valorisation des données scientifiques pour éclairer les décisions environnementales. Il a récemment été sélectionné pour un séjour de recherche à l'Université d'Oxford, renforçant les synergies entre sciences, conservation et développement durable dans la Caraïbe. C'est avec plaisir que je vais céder le micro à Dr Pierre-Michel Bourgeot. Merci Ago. Donc, je salue tout le monde et particulièrement, je salue Haïti Nexus qui fait un travail extraordinaire en Haïti ou encore à l'échelle internationale parce que récemment, ils ont été euh, dans leurs travaux, ils ont fait un travail superbe dans la sélection de jeunes chercheurs, que ce soit sur le continent africain ou encore sur le continent américain dans tout ce qui a rapport avec la recherche, voilà, valorisant les recherches scientifiques et de mettre en valeur les jeunes chercheurs, que ce soit caribéens ou encore à l'échelle internationale. Et merci encore une autre fois parce que je viens d'enchaîner il y a quelques semaines des présentations en ce qui a à voir avec ces échelles métriques sur comment mesurer la biodiversité en Haïti, parce que souvent on confond comment, c'est pas juste compter des espèces, mais c'est plutôt en fait de les suivre et de rendre public nos recherches, que ce soit sur le plan euh, national ou encore à l'international, et plus particulièrement sur des échelles assez basiques que maintes fois nos chercheurs ont laissé passer, que ce soit sur le plan diversité en spécifique, en phylogénétique, comme vient de mentionner Agronome Wifin. Donc, on va aujourd'hui toucher trois grands points. D'abord, on va parler un petit peu des grandes façons de mesurer la biodiversité en Haïti. Et deuxièmement, on va parler comment ces métriques se traduisent en résilience des paysages. Et en troisième point, on va voir ensemble ce que cela change concrètement pour la gestion et de la biodiversité en Haïti. Et en plus, et comment ça va aider les politiques publiques en Haïti. Donc, tout d'abord, en touchant le premier point, on va parler de comment mesurer la biodiversité en Haïti. Et il y a trois méthodes de base que je pense les jeunes chercheurs en Haïti le savent. Premièrement, on va parler de la diversité spécifique. D'ailleurs, c'est le premier niveau et c'est le plus instructif d'ailleurs pour permettre de comprendre comment compter, que ce soit les insectes, que ce soit les oiseaux ou encore les coraux au niveau de la biodiversité marine. Les algues, les poissons et sont présentés dans leur milieu. Bien sûr, c'est un peu simple. En termes, si on peut aller quelque part dans un site, on dit on va compter 1, 2, 3, 4 espèces et on va dire dans espèce A, on a 4 individus, espèce B, on a 5 individus, espèce C, on a 30 individus, et ainsi de suite. Mais ça n'arrête pas juste là. Il y a pas mal de choses derrière qui doivent nous permettre de comprendre l'interaction qu'il y a dans le milieu. C'est ce qui va déboucher sur ce qu'on appelle l'écologie. L'écologie, c'est ce qui a à voir avec non seulement les individus qui sont dans le milieu, mais aussi les interactions
que ces espèces se font entre eux. Euh, donc, si nous prenons par exemple dans deux sites pour expliquer un peu mieux ce qui a à voir avec la diversité spécifique, deux sites peuvent abriter bien sûr 30 espèces, mais ces sites peuvent être très très différents. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on peut toujours trouver dans le premier site, prenons le cas, le site A, un site A et un site B. Dans le site A, on peut toujours trouver deux espèces qui dominent et dans l'autre, les espèces sont plus ou moins équilibrées, c'est-à-dire en termes d'individus. Dans un site A, on peut toujours trouver 19 espèces, 19 individus pour une espèce et 15, et, 9 individus pour une autre espèce. Et on trouve quelques espèces qui représentent pas grand-chose en termes de ce qu'on appelle l'abondance relative. Ça crée, si vous voulez, un problème en termes de si on veut vraiment représenter ou bien comparer ces deux sites. Et dans le site B, si on trouve quatre espèces pour une espèce A, deux espèces pour une espèce B, trois espèces, ainsi de suite. Donc ça, le site B, ça représente beaucoup mieux. Et si vous voulez, en termes sur le plan écologique, c'est plus ou moins équilibré par rapport, c'est relativement équilibré par rapport au site A. Donc, pour cela, ça demande quelques métriques très, très clés. Euh, Peut-être que vous le savez, on a des métriques telles que les indices de Shannon ou de Simpson qui sont très, très utiles. D'abord, si pour une petite explication sur l'indice de Shannon, l'indice de Shannon nous renseigne sur l'équilibre qu'il y a entre les espèces communes et les espèces rares, ce qui est très, très différent pour l'indice de Simpson et qui traduit plutôt la probabilité, si vous voulez, que deux espèces qu'on prend au hasard et appartiennent à des espèces différentes. Donc, c'est extrêmement intéressant de bien mesurer ce qu'on fait parce qu'on est en train de travailler généralement avec des espèces vivantes. Donc, il faut faire attention, surtout nos chercheurs, il faut surtout faire attention à ces deux indices qui doivent être vraiment sélectionnés de manière à ce qu'on veut faire sur un site bien déterminé. Et après, on peut utiliser ce qu'on appelle un bêta diversité ou encore diversité bêta. Et ça qui compare, si vous voulez, la composition entre les communautés entre sites. C'est-à-dire, est-ce que deux forêts se ressemblent? On ne sait pas. Deux bassins versants, on sait jamais, on sait pas. Ou bien deux massifs coralliens si on va dans la biodiversité marine. Cela permet dans un premier temps d'identifier des zones très très originales qui abritent des espèces qu'on ne trouve pas ailleurs, mais en même temps, ça permet aussi d'identifier des corridors écologiques terrestres ou marins qui connectent ces communautés. Donc, pour Haïti, à quoi ça sert? Tout ce que je viens de dire précédemment. Ça permet, si vous voulez, d'appliquer à différentes actions, que ce soit la végétation ou les oiseaux, les poissons, les récifs coraux, les reptiles, ainsi de suite, que cette diversité spécifique permet non seulement de détecter les habitats très dégradés, mais aussi de trouver s'il y a des espèces qui dominent par rapport à d'autres espèces opportunistes. Les espèces opportunistes, ce sont des espèces qu'on trouve partout. On les appelle des espèces ubiquistes. Ubiquiste, c'est un mot qu'on utilise souvent en écologie. Ce sont des espèces qu'on trouve partout, hein. On le trouve dans le nord, le sud, le centre, nord-est, nord-ouest, et ainsi de suite, partout, hein. Et par contre, ça permet aussi de catégoriser les espèces sténoès. Sténoès, ça veut dire que ce sont des espèces qui ont des écosystèmes très, très particuliers. Ce sont des espèces qu'on peut dire, ce sont des espèces endémiques locaux, ou encore, si on ne veut pas dire locaux, si on ne veut pas utiliser ce terme, locaux, c'est-à-dire dans un milieu très, très spécifique, on peut dire que ce sont des espèces qui ont un habitat, si vous voulez, très, très restreint qu'on ne trouve pas ailleurs. Que ce soit à l'échelle régionale, on peut trouver ça sur une île, mais en même temps, on peut trouver ça aussi
dans des départements très, très spécifiques. Qu'on trouve, cette espèce peut se trouver, si vous voulez, dans le sud, mais pas dans le nord, ou encore dans le centre, mais pas dans l'ouest. Donc, c'est des espèces très, très spécifiques. Euh, il y a aussi une autre métrique qu'on appelle la diversité fonctionnelle, et c'est le deuxième. Cette diversité ici, ça va nous ramener, si vous voulez, non pas seulement à compter les espèces, mais qui est là vraiment. Mais ce que font ces espèces ici, c'est-à-dire leur fonction dans un écosystème bien spécifique, que ce soit peut-être qu'ils sont des pollinisateurs ou pollinisatrices, frugivores, granivores, herbivores, ils peuvent être aussi eh bien des prédateurs, décomposeurs. Ces espèces aussi peuvent être très utiles dans la canopée. Ils peuvent se trouver dans le sous-bois, le sol, ou encore, si on parle dans le milieu aquatique, dans la colonne d'eau. Est-ce qu'elles sont actives le jour ou la nuit? On ne sait pas. Et tout ça traduit ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle. Et on peut utiliser ces espèces, on peut créer, si vous voulez, des indicateurs à partir de la fonction de ces espèces pour dire, et elles mesurent à quel point les espèces sont différentes par leurs traits, c'est-à-dire génétiques, ou encore est-ce que leur dispersion reflète la communauté qu'ils se trouvent, ou encore est-ce que la valeur moyenne de ces espèces, est-ce que on peut les trouver, est-ce que leur fonction est admissible pour d'autres écosystèmes? Pourquoi c'est important dans un premier temps? Parce que dans un paysage, on peut garder beaucoup d'espèces, mais l'écosystème ne fonctionne pas. Parce que pourquoi? Par exemple, imaginons qu'on a un paysage agricole avec beaucoup d'insectes, mais très peu sont des pollinisateurs clés pour les cultures. Et ça devient très grave parce qu'on a beaucoup d'espèces, mais les fonctions écosystémiques ne se remplissent pas. Donc ça devient, si vous voulez, un problème majeur. Et un autre exemple, c'est il y a des rivières où il reste des poissons ou encore il y a pas mal de prédateurs, mais les espèces les plus sensibles de la qualité de l'eau ne sont plus là, ils sont disparus. Donc, est-ce que ça révèle une importance cruciale? On ne sait pas. C'est pourquoi on parle de bioindicateurs. Et pour un troisième exemple, on peut prendre comme des forêts qui abritent des oiseaux, mais plus assez de frugivores pour régénérer les arbres. Donc, tout ça cause des problèmes. C'est pour ça qu'on doit mesurer, on doit enregistrer les données permettant aux décideurs politiques ou encore aux décideurs qui fournissent des données au ministère de l'Environnement ou encore à des chercheurs pour pouvoir faire leur travail et permettre aux gens qui doivent agir, en fait, qui doivent faire des actions sur le terrain afin de décider comment agir, quel site qui est le plus important ou quels sites qui sont pas trop importants, et ainsi de suite. C'est comme ça d'ailleurs qu'on crée les aires protégées. Et il y a, désolé, donc en gros, la diversité, le deuxième point qui est la diversité fonctionnelle, ça permet dans un premier temps de savoir où les services écosystémiques, c'est-à-dire la pollinisation, la régulation, ou encore où on doit faire la protection des sols ou la qualité de l'eau, est important. Et dans un deuxième temps, ça permet aussi d'orienter les pratiques à travers les systèmes, les écosystèmes agricoles. Et aussi, ça mène à aider à concevoir la restauration, non pas seulement comme on le fait souvent en Haïti, de planter des arbres, mais aussi de restaurer aussi les fonctions que ramènent ces écosystèmes. Et cela veut dire qu'au-delà du nombre d'espèces que nous avons à un intérêt très, très patrimonial, mais aussi ça nous permettra d'intégrer les indicateurs simples liés aux fonctions de ces espèces. Et le troisième point,
qui est un point assez important, qui est la diversité phylogénétique, assez récent qu'on n'utilise pas souvent malheureusement. Et c'est la diversité phylogénétique, comme je viens de le dire, ça nous permet de comprendre, de mesurer l'histoire évolutive qui se trouve dans ces lieux. Après, on a touché, je vais charpenter vite fait, après qu'on a touché la diversité spécifique, la diversité fonctionnelle, là, on est dans la diversité phylogénétique qui nous permet de comprendre comment l'histoire, comment ces espèces se trouvent dans un milieu donné. C'est extrêmement important parce que on s'appuie dans un premier temps sur les apps phylogénétiques, c'est-à-dire de savoir et telle espèce appartient à quelle espèce, à quelle branche génétique ou pas. Ou encore, ça nous aide à mieux catégoriser nos espèces et pas seulement pour nous en Haïti, mais pour le monde entier. Dans la diversité fonctionnelle, si on perd une espèce, imaginons une espèce qui a une diversité phylogénétique très restreinte, et cette espèce qui avait une valeur scientifique assez énorme pour le monde entier. Donc, si on le perd, et si généralement on considère ces espèces comme des espèces endémiques, ça devient très, très grave. Pourquoi? Parce que on n'aura plus la chance de l'étudier ou encore de voir son évolution et de connaître son habitat ou voilà. Donc, c'est pour dire que euh, ce serait très grave que si on maîtrise pas en partie euh, ce point-là, qui est la diversité phylogénétique, comme je viens de le dire, bien que c'est récent, mais ça devient un point important, surtout pour Haïti, qui se trouve, comme pas mal d'autres pays qui se trouvent auprès de l'équateur, et de connaître et certaines espèces ou encore d'avoir des données sur les espèces qui sont pas logiquement sur des en diversité phylogénétique très très longue, mais qui nous permettra de mieux les étudier ou encore de mieux les connaître avant qu'il y ait un incident. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème de sécurité en Haïti. Il y a certains sites ou encore ce qu'on appelle en fait certaines aires protégées qu'on ne peut pas y accéder. Donc, on sait, il y a certaines espèces qui en souffrent. Pourquoi? Parce que dans ces sites-là, il y a pas mal de dégâts. Soit les gens qui y vivent, qui peuvent pas circuler, vont être obligés de continuer à couper les arbres ou à faire d'autres choses qui ont un impact significatif dans ces sites. Donc, du coup, ces espèces-là, même si on ne les connaît pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui se fait sur Haïti, mais ce serait très grave d'avoir un impact, si vous voulez, en fait, dans ce cas-là. Et on va enchaîner surtout avec le deuxième point. Pourquoi c'est important pour tous ces trois métriques? Pourquoi c'est important pour la diversité paysagère? Euh, naturellement, je sais, j'ai lu beaucoup de rapports. Les gens ne font que remplir un fichier Excel, mais ces métriques vraiment ne sont pas faites pour remplir juste des tableaux Excel. Elles servent plutôt à répondre à une question clé que je veux vraiment que vous mettez, que vous compreniez aujourd'hui, en fait, ce soir. C'est comment un paysage haïtien réagit à un choc, que ce soit un ouragan ou une sécheresse. On a très peu de feu, je sais, mais aussi, on sait tout le monde qu'il y a une coupe abusive des arbres. Il y a la pollution agricole, il y a le déversement des mers, il y a plein de trucs qui arrivent. Mais en général, il y a des paysages avec une forte et diversité fonctionnelle sont plus capables d'absorber les perturbations. Et ce qui est différent pour d'autres. Donc, on peut pas comparer un paysage, par exemple, Seguin, on peut pas comparer Seguin avec un Macaya, parce que Seguin il y a plus la pression anthropique comparé à Macaya. Macaya a moins de monde et comparé à Seguin. Et donc,
il faut aussi dire qu'il y a des paysages avec une forte diversité phylogénétique et ces paysages-là sont plus résilients et à long terme, bien sûr. Et il y a aussi des patrons de ce qu'on a, que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est le diversity, qui est la biodiversité et en bêta, qui permettent d'identifier les couloirs avec leur dispersion, les espèces qui se trouvent tout autour après une perturbation. Donc, intégrer tout ça dans les bases de données haïtiennes, ça nous permet, dans un premier temps, de cartographier la résilience, c'est-à-dire où sont les paysages clés de voûte ou les paysages qui peuvent nous aider à une stabilité après le passage de catastrophes naturelles, ou encore les paysages les plus vulnérables. Ça peut non seulement engendrer plus de pauvreté, mais aussi créer ce qu'on appelle la dépendance par rapport aux ressources naturelles. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, au début. À cause de l'insécurité qui règne sur Port-au-Prince ou dans le département de l'Ouest, il y a certaines zones qui les gens ne dépendent que des ressources naturelles. Et je suis témoin, je parle souvent avec des gens avec des amis à moi qui viennent surtout de Kenskoff. Ils m'ont dit que, voilà, aujourd'hui, ils utilisent, si vous voulez, ils coupent les arbres, les pieds de pin qui sont datés des années, les pieds de pin qui peuvent, on peut dire, il y a des pieds de pin qui datent d'une centaine d'années. Ils les coupent pour faire du charbon, pour pouvoir survivre, hein. Parce que les terrains qu'ils ont occupés ont été occupés par les gangs. Ils sont obligés de faire autrement, comme couper un arbre pour faire du charbon pour en vendre dans leur communauté. Donc, c'est pour dire que ça a vraiment un grand impact sur euh, la biodiversité, mais il faut aussi savoir comment les mesurer. Malheureusement, j'ai dit malheureusement parce que on n'a pas eu des données disponibles dans tout le pays sur certains taxons et plus particulièrement sur les insectes. On a quelques données disponibles dans quelques zones pour pouvoir comparer avant, maintenant et après, peut-être, sur est-ce qu'il y a des espèces qui y sont encore là, qui sont disparues ou bon, je ne parle pas des espèces ubiquis, les espèces qui sont toujours là, mais plutôt pour dire, voilà, qu'est-ce qui en passe pour comparer en fonction quel impact il y a entre l'insécurité euh, dans des zones assez importantes pour la gestion ou la conservation, la restauration de cet accent. On ne sait pas. Donc, je ne vais pas m'y tarder là-dessus et je vais continuer. Donc, en gros, ce que cela change pour la gestion, si vous voulez, pour les politiques publiques. Donc, en Haïti, plus concrètement, on a déjà un niveau de conservation qui se tient pas. Et ces métriques, bien sûr, si on les fait bien, pourraient aider à identifier non seulement des zones prioritaires, mais aussi à justifier la création ou l'extension de certaines aires protégées et aussi à concevoir certaines zones tampons. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces zones tampons afin de mieux contrôler nos aires protégées. Et dans un deuxième point, on aura besoin, et, ça nous permettra d'identifier au niveau des politiques publiques, euh, d'alimenter le plan national de la biodiversité, aussi les rapports qu'on fait presque chaque année et les rapports sur la biodiversité. D'ailleurs, c'est le huitième, je crois, rapport qui a été présenté aux conférences des Nations Unies qui se trouvaient à Belém, au Brésil, pour présenter les avancées qu'on avait faites en termes de protection et restauration de nos écosystèmes. Mais au niveau des communautés, ça c'est extrêmement important. Ça traduit pour une meilleure productivité agricole grâce non seulement aux services écosystémiques que fournissent cette action, que ce soit la pollinisation, euh, le reboisement que font les oiseaux, ainsi de suite, mais aussi ça nous permettra de réduire les risques d'inondation, d'érosion et d'avoir une meilleure qualité d'eau
et permettra aussi d'avoir de nouvelles opportunités économiques liées à l'écotourisme. C'est quelque chose qu'on ne valorise pas souvent chez nous, mais j'ai eu de la chance de rencontrer des gens, surtout au Norvège et en Suède, qui sont fous de voir une espèce, surtout prenons l'exemple des monarques qui migrent souvent toutes les années de l'Amérique du Nord vers les Antilles. Et je vais prendre l'exemple du Canada vers Haïti. Et bien, donc, ce sont des gens ce sont des touristes, hein, qui aimeraient bien aller voir ou photographier des espèces en voyageant du Canada vers Haïti. Mais c'est énorme, c'est beau. Pourquoi? Pourquoi c'est beau? L'espèce qu'on va trouver en Haïti, c'est la cinquième génération. Et la première génération qui part du Canada ou de l'Amérique du Nord, peu importe l'endroit, donc, un touriste aimerait bien avoir ça ou pour la photographier. Donc, pour dire, ça nous permettrait d'avoir, si vous voulez, en fait, d'améliorer notre économie nationale. Donc, il n'y a pas que de parler de la conservation, de la restauration, mais aussi il y a un plan, il y a un aspect économique qui est, euh, oui, attends, Wilfried, je vais terminer, ne vous inquiétez pas. J'ai terminé. C'est pour dire que oui, donc c'est extrêmement important de d'être focus, si vous voulez, sur ces aspects-là. Donc, ces outils, je vous dis, en fait, ça nous permet non seulement d'articuler la science, la gouvernance, en même temps la résilience, mais aussi ça nous permet aussi d'être bien soi-même, hein, et de créer de l'emploi, d'améliorer nos conditions de vie. Donc, pour conclure, je dirais que la biodiversité en Haïti, c'est pas comme au début, c'est pas juste compter des espèces ou encore de voir des espèces à forte valeur patrimoniale, mais aussi c'est de mieux prioriser nos actions, c'est de mieux suivre nos engagements internationaux, puisque on va souvent dans dans les conférences internationales et on présente souvent les actions qu'on met sur le terrain. Et aussi, ça nous permettra de mieux aussi protéger nos paysages et soutenir les communautés qui dépendent directement de ces écosystèmes. Comme je vous le dis, c'est pas abstrait, c'est concret. Protéger la biodiversité en Haïti, maintes fois, on pense que c'est abstrait, mais non, c'est concret. Il faut faire des trucs concrètes, des choses concrètes, des trucs concrets pour permettre aux gens non seulement de bénéficier, les communautés locales, de bénéficier des services écosystémiques, mais en même temps aussi, on peut gagner de l'argent pour créer de l'emploi ou encore utile, si vous voulez, pour toutes les communautés qui existent localement. Sur ce, je vous dis merci et pour votre attention et serai vraiment heureux de poursuivre la discussion avec vos questions. Merci beaucoup.